Oui, donc je vais essayer de faire mon intervention au regard de ce qui a été dit, puisque en fait j'avais prévu de vous faire une présentation passionnante des CEPRAF. Et puisque au regard en fait de la mise en place de la CEPRAF et des différentes circulaires, ça a été abordé un petit peu ce matin, c'était un peu emblématique de l'évolution de la politique nationale et comment on a des allers-retours entre la politique nationale et sa déclinaison au niveau local. Voilà. Donc je vais quand même vous la faire un peu, mais de façon beaucoup plus réduite. Puisque entre 2014 et 2016, on a eu pas moins de 6 circulaires sur le fonctionnement de cette CEPRAF. Et ça aussi, ça fait écho à ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est un phénomène qui évolue et on adapte nos dispositifs et on adapte justement les réponses à l'évolution de ce phénomène. Juste pour dire que la CEPRAF, c'est un dispositif donc, qui a été mis en place en 2014 en France. Et c'est là aussi, c'est intéressant d'évoquer cela, parce que c'est aussi ce qui a été dit aussi à plusieurs reprises, c'est qu'effectivement, il y a une réponse qui doit être faite sur un principe de sécurité face à ces attentats. Mais on est persuadé que ce qui fonctionne, c'est ce qui est fait sur le fond et en réflexion et justement avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs et l'ensemble des ministères, en tout cas pour ce qui nous concerne au niveau français. Donc l'idée, c'est justement d'avoir un dispositif qui soit sur la stratégie locale, puisque pour nous, il va s'agir justement de décliner tout ce que vous avez entendu ce matin au niveau du plan et que ce soit efficace au niveau départemental. Donc c'est l'échelon départemental qui est le plus à même pour nous de répondre à ce phénomène. Et lorsqu'en 2014, la première circulaire dit c'est le préfet qui va avoir un rôle majeur, puisque c'est le préfet qui va mobiliser l'ensemble des services étatiques, mais aussi les associations. C'est aussi ces circulaires qui vont dire en 2015, on va associer les conseils départementaux, puisque c'est aussi eux qu'on doit associer, mais également les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les psychologues et les associations aussi d'écoute. Et c'est aussi en 2015, donc l'année d'après, on a 2 circulaires qui vont finalement dire il va falloir faire quelque chose qui va créer du lien. Il ne s'agit pas de décliner une politique en disant on réunit les différents intervenants autour de la table, parce que comme vous le savez aussi, il ne suffit pas de réunir des gens autour d'une table pour que ça aboutisse à une solution et à des mesures efficaces. Il faut aussi que ces personnes puissent mettre en place des dispositifs adaptés et il faut aussi mettre en place des équipes qui vont aller vers les jeunes et qui vont permettre de créer ce lien qu'on évoque depuis ce matin. Voilà, donc c'est aussi avec cette circulaire en 2015 qu'on évoque les équipes mobiles, qu'on évoque également les éducateurs de prévention spécialisés, et puisqu'on sait que ce sont ce type de personnel, de personnes qui côtoient et qui connaissent le mieux les personnes. Ensuite, on a finalement encore 2 circulaires en 2016 qui vont finalement créer un schéma final. Et on va dire il faut que l'ensemble des collectivités territoriales participent à ce dispositif. Voilà, donc c'est le préfet qui a en charge justement un peu ce rôle de chef d'orchestre et de faire en sorte que tous ces gens non seulement se parlent, mais aussi se mettent autour de la table et se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour ce public en termes de prévention et aussi de prise en charge. Pour faire écho à ce qu'ont dit mes collègues européens, nous, on va travailler aussi sur justement la mise en place d'une méthodologie eu égard aux impératifs de confidentialité, d'échange d'informations au sein de ces cellules, ce qui est également un point important pour justement garantir à tous les acteurs justement ces échanges et leur confidentialité. Ensuite, on va être aussi parfois sur ces échanges au sein de ces cellules, mais aussi au sein d'autres instances, sur est-ce que ça relève finalement, est-ce que ça doit relever du droit commun quand on est face à un public sous main de justice, ou est-ce que ça doit relever de dispositifs spécifiques? Est-ce que finalement, lorsqu'on est face à la radicalisation, est-ce qu'en fait on fait appel à nos partenaires sociaux eu égard à leurs pratiques et à leurs connaissances et à leurs bonnes pratiques de droit commun, ou est-ce qu'on doit renforcer justement cette connaissance par des formations?
Vous avez eu la réponse ce matin. La politique mise en place, c'est de dire nos professionnels de terrain savent et ont un savoir-faire et on va proposer aussi justement une spécialisation ou un renforcement de leurs connaissances par rapport à certaines spécificités. Par rapport à ce qui a été dit à l'instant, nous, on intervient par rapport au propos de la Belgique, justement, sur le fait religieux. Nous, on forme au niveau du CIPDR, notamment, on propose des formations sur le fait religieux aux médiateurs du fait religieux. On a mis en place, par exemple, cette année, il y a un mois, une formation auprès des aumôniers de la détention et des aumôniers aussi militaires. Voilà. Donc, on est plutôt sur une politique un peu plus différente par rapport à la Belgique, par rapport à ce biais-là. Sur le contre-discours aussi, on a une politique sur le contre-discours, parce qu'on pense aussi que la radicalisation, évidemment, là je rejoins mes collègues en disant, voilà, on est sur des trajectoires avec des ruptures, avec des fragilités, des ruptures scolaires, familiales, professionnelles, mais aussi on a une rencontre avec une offre radicale. Et l'offre radicale, pour nous, au niveau des instances françaises, elle a un énorme impact. Alors, si la fragilité ne conduit pas à la radicalisation, par contre, lorsqu'elle rencontre l'offre radicale, c'est là qu'on est sur un risque accru de radicalisation violente. Sur 2014, c'est aussi un point important parce qu'en fait, on a une définition de la radicalisation violente. C'est aussi important de l'avoir en tête. Nous, c'est ce qu'on considère parce qu'en fait, quand on se retrouve justement dans ces cellules, ça fait l'objet des groupes de travail. On est toujours sur cette question de finalement, c'est quoi la radicalisation violente? Nous, on s'appuie sur celle qui a été rédigée en 2014 par M. Khosrow-Khavar et voilà, c'est qui nous dit le phénomène de radicalisation désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme de violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, avec un contenu politique, social ou religieux, et qui va contester l'ordre établi. C'est une définition qui, pour nous, est la définition de référence. Elle a cet avantage aussi qu'elle peut aussi concerner un phénomène qui va évaluer, comme on l'a dit à l'instant, la table ronde, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir peut-être faire face à un phénomène qui va évoluer vers d'autres formes de radicalisation. Donc cette définition a l'intérêt justement qu'elle puisse aussi s'adapter à plusieurs phénomènes. Juste en termes de perspective, sans répéter ce qui a été dit, nous aussi, je voulais dire aussi considère que la recherche est importante. C'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui va aussi me permettre de mesurer l'impact de nos politiques et aussi d'évaluer les dispositifs que l'on met en place. Donc, à partir de maintenant, on essaye d'évaluer l'ensemble de nos dispositifs et de prévoir justement des dispositifs d'évaluation. Également les dispositifs et notamment aussi, on met en place des recherches-actions sur l'impact de ces politiques. Je voulais aussi vous dire que voilà, on fait face aussi en termes de politique publique aussi à ce qu'on appelle la loi d'Airain. C'est ce qu'avait évoqué un jour Robert Badinter, c'est-à-dire que la loi d'Airain, ça veut dire qu'en général, on nous dit, mais voilà, vous mettez en place des dispositifs de prise en charge qui vont finalement améliorer la situation des personnes condamnées pour terrorisme ou des personnes en voie de radicalisation violente. Et pour les personnes de droit commun, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en train de mettre en place un dispositif plus important. Voilà. Donc, on est face aussi à cette réflexion-là. Et lorsqu'on a, nous, nos échanges, justement, on nous renvoie souvent ça. Nous, ce qu'on répond, c'est qu'on est face à on a une politique publique de sécurité aussi. C'est de la prévention, mais c'est aussi de la sécurité. Et on est justement, notre objectif, c'est de mettre en place l'ensemble des moyens pour prévenir ce phénomène de radicalisation violente et ces actes de terrorisme. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments. Juste aussi pour dire, pour faire écho à mes collègues européens, nous sommes aussi sur des dispositifs qui font appel au cognitif et à l'émotionnel. Donc je rejoins ce qui a été dit ce matin, notamment par rapport aux outils proposés. Et c'est en travaillant par le cognitif et par l'émotionnel qu'on arrive justement à mieux cibler les trajectoires et à rentrer aussi en lien avec cette personne que l'on a en face de nous. Voilà, donc tous ces outils sont extrêmement utiles à la prise en charge. Juste pour terminer, pour conclure rapidement,
Nous avons fait un travail au CIPDR sur l'ensemble des outils de repérage. On appelle ça les facteurs et les indices, les signaux faibles, les signaux forts qui permettent justement de repérer les personnes présentant un risque de radicalisation violente. C'est important aussi de travailler sur ces indices et sur ces facteurs, aussi pour éviter de signaler dans ces cellules des personnes qui ne devraient pas être signalées, ou justement pour garantir un minimum justement de repérage et de repérage efficient justement pour proposer une prise en charge adaptée. Voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'humour comme mes collègues belges, je suis désolée, mais c'est toujours un plaisir d'intervenir avec vous, mais c'est compliqué après vous. Voilà. Merci.